Bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, dont vous retrouvez tous les épisodes sur le site paroledhistoire.fr. Le 19e siècle français est rythmé par les basculements de souveraineté. Restauration, 100 jours, révolution, coup d'État, commune. Tout au long de cette période, c'est non seulement le pouvoir qui vacille, mais ses signes et ses symboles. Statues, monnaies, emblèmes sont visés par des gestes d'iconoclasme. C'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui avec Emmanuel Furex. On parle de son livre, de ses sources, de ses différents moments entre 1814 et 1871, en passant bien sûr par 1848, et enfin des résonances contemporaines de ces actes iconoclastes. Bonjour Emmanuel Furex. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Est-Créteil et vous signez L'œil blessé, politique de l'iconoclasme après la Révolution française aux éditions Champvallon. Alors c'est un livre qui m'a absolument passionné, pour moi c'est vraiment un grand livre sur le 19e, qui prolonge un travail que vous avez engagé déjà chez Champvallon, un livre collectif sur iconoclasme et révolution depuis 1789, et ici c'est une enquête sur la période 1814-1871 qui est saturée de signes politiques et de conflits autour de ces signes. Et donc c'est un livre qui est à la fois très riche empiriquement, d'une grande subtilité conceptuelle, très bien écrit, donc je suis vraiment heureux d'en parler. Et je voudrais pour commencer vous poser une question sur ce titre, pour savoir de qui l'œil est blessé, et qu'est-ce qui blesse l'œil au 19e siècle, comment vous avez choisi ce titre pour votre livre, pour expliquer peut-être un petit peu la démarche de l'ouvrage. Oui, alors cette démarche, elle déplace en gros l'intérêt de l'historien du côté du regard sur les signes plutôt que sur les signes eux-mêmes. Donc l'histoire de la symbolique politique, l'histoire de Marianne au travers des ouvrages de Maurice Agulon est relativement connue, mais en revanche les interactions que les citoyens et les citoyennes ont avec ces signes et ces symboles ont jusque-là été plutôt laissées de côté. Et donc l'œil blessé, c'est une référence à une expression que j'ai retrouvée assez fréquemment dans les sources et qui fait état d'un sentiment de blessure morale à la vue d'un signe ou d'une image qu'à un moment on juge intolérable, insupportable dans l'espace public. Cette expression était déjà présente sous la Révolution française, mais elle se répète au fil du 19e siècle. Alors ce signe intolérable, ce sont par exemple les fleurs de lys au moment des 100 jours napoléoniens, ou inversement les aigles napoléoniennes une fois Louis XVIII restauré. Alors, ça peut être intolérable, c'est tout un bric-à-brac qui va de la fleur de lys, effectivement, des emblèmes dynastiques en général, jusqu'au buste de souverain, aux statues de place publique, encore que la statuomanie est un peu ultérieure à la période, en passant par les arbres de la liberté, ou bien encore des croix de mission. Et derrière cet univers de signes un peu bizarres, mais que j'ai retrouvé de manière répétée au fil du siècle, se dissimulent en fait trois grandes opérations politiques. La première consiste à marquer la souveraineté dans l'espace public, et Dieu sait combien c'est important au XIXe siècle, au moment où cette souveraineté est évidemment fragile, manipulable, renversable, etc. La deuxième opération, c'est une opération de marquage du territoire. Je parle de sémaphore civique pour désigner ces monuments ou ces signes, un arbre de la liberté par exemple, qui identifie politiquement un territoire et simultanément le divise. Et puis la troisième opération, c'est l'affichage des opinions ou des affiliations, disons, politiques individuelles, c'est-à-dire comment on arbore une cocarde sur le vêtement, comment on transforme son corps en signe politique en quelque sorte. Pour retrouver ces signes et les conflits qui les entourent, vous avez recours à une diversité de sources, évidemment beaucoup de sources policières, beaucoup de sources administratives, parce que d'une certaine façon, l'inquiétude envers ces signes et l'inquiétude envers les actes iconoclastes qui à certains moments les visent, donc l'iconoclasme, le fait de briser ou d'attaquer un de ces signes, on reviendra sur ces questions de définition peut-être, cette inquiétude est en elle-même une vraie question historique, elle traverse toute la période, les autorités se préoccupent de cette question. Oui, c'est ce qui a rendu possible ce livre, c'est que cette inquiétude produit de l'archive. Alors, une inquiétude générale autour des signes, c'est-à-dire qu'on essaie de lire à travers ces signes les rapports de force politique à un moment donné, donc qui portent
telle ou telle cocarde, par exemple en 1815. C'est ce que j'ai appelé le regard indiciaire, c'est-à-dire qu'on saisit le signe non pas simplement comme un symbole vers un référent, mais comme l'indice d'une réalité autre. Voilà, trop de drapeaux rouges en 1849, ça peut être inquiétant pour le parti de l'ordre au pouvoir. Voilà, donc on va aussi chercher les micro-signes qui vont se nicher sur le vêtement, comme une ceinture rouge ou un petit bouton rouge pendant effectivement la Deuxième République, ou un bouton à l'aigle napoléonien sous la Restauration, pour éventuellement cerner des complots, des conspirations souterraines. Donc il y a un intérêt policier très très important pour ces signes qui produisent de l'archive. Et puis il y a aussi l'archive judiciaire, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est la source la plus riche. Vous avez aussi des témoignages, et de façon peut-être étrange à première vue, assez peu de témoignages d'hommes politiques, vous écrivez, qui sont plutôt indifférents à ces signes, plutôt indifférents à ces gestes, qui trouvent ça finalement pas digne forcément d'intérêt. C'est plutôt des gens ordinaires qui vont remarquer une Marseillaise, par exemple, que vous citez longuement, qui décrypte très finement la façon dont des signes sont promenés dans la ville, dont des statues vont faire l'objet d'attaques, au contraire d'éloges, etc. Voilà, c'est toujours intéressant quand on est historien d'avoir des résultats un peu contre-intuitifs, c'est-à-dire je m'attendais effectivement à trouver plein de références dans les mémoires de Guizot ou les souvenirs d'un politique en général, voilà, ou dans les mémoires d'Outre-Tombe, et on trouve en réalité très peu de traces, parce que précisément ces gestes iconoclastes, ce regard sur les signes sont jugés dérisoires. Et ce sont bien plutôt des individus un peu décalés par rapport à la politique, qui s'intéressent à la politique, mais d'une manière autre, c'est-à-dire cette effectivement bourgeoise marseillaise, Julie Pellizzone, qui dans son journal décrit par le menu, au jour le jour, comment la politique s'inscrit dans l'espace visuel, c'est-à-dire comment apparaît un drapeau, comment apparaissent ou disparaissent des cocardes à tel ou tel moment. Ou bien encore un bibliothécaire de Besançon, Charles Weiss, qui est aussi très, très attentif à ça, et tous dessinent une sorte d'écriture visuelle du temps, qui est aussi un rapport particulier à la citoyenneté, c'est-à-dire une citoyenneté qui va au-delà de la politique officielle, des institutions, etc., pour s'immiscer dans des pratiques sensibles, comment au quotidien se traduit, y compris sur le corps des individus, comment se traduisent les grandes ruptures politiques. Alors du coup, ça joue sur des débats qui sont des débats très importants pour les historiens en France autour de la politisation populaire au XIXe siècle, qui a longtemps été associée au vote et au fait que la descente du suffrage, la descente du vote vers le village et les sociabilités politiques qui se nouent autour d'identités politiques affirmées, on l'a longtemps lu à travers ça. Est-ce que c'est une manière finalement de déplacer un petit peu le questionnement sur la politisation et peut-être d'étudier une politisation populaire ou un rapport non élitaire aux politiques ? Oui, alors pour la première moitié du XIXe siècle en particulier, où le suffrage est extrêmement limité, il faut bien sûr étendre le spectre, je dirais, des gestes politiques bien au-delà de cet espace officiel. Et d'autres historiens que moi s'y sont intéressés au travers, par exemple, des banquets, au travers des rumeurs, au travers des chansons, au travers de la politique au théâtre. J'ai m'étais moi-même intéressé au deuil public. Et je crois que effectivement, ce travail sur ici les gestes iconoclastes prolonge plusieurs décennies maintenant de réflexion historiographique sur cette politisation dite informelle et qui nous permet de comprendre autrement, parce que ces phénomènes de politisation qui ne sont ni forcément descendants ni montants, mais qui coalisent en réalité des groupes sociaux qui ont des intérêts différents souvent, et donc ça nous permet de relire autrement effectivement l'histoire politique du 1er 19e. Pour autant, ça ne se résume pas à une opposition sociologique entre couche populaire et puis élite. Vous montrez que la sociologie, telle qu'on peut essayer de l'esquisser un petit peu des actes iconoclastes, eh bien, elle n'est pas totalement efficace. C'est pas la grille de lecture la plus pertinente. On peut retrouver évidemment parfois d'anciens officiers napoléoniens parmi les gens qui vont attaquer des fleurs de lys. Bon, donc il y a des identifications comme ça qui sont possibles, mais la grille de lecture sociologique, c'est pas la seule ou c'est pas la plus pertinente. Oui, alors c'est l'intérêt de ce genre de travaux que de ne pas reconduire
conduire justement des sociologies politiques attendues. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, dans les gestes d'iconoclasme politique royaliste, des combinaisons sociales un peu inattendues, c'est-à-dire une participation des élites, par exemple des élites clérico-légitimistes dans les années 1830, mais on trouve aussi des classes populaires, et notamment des femmes, par exemple aussi à la fin des 100 jours à Marseille en 1815, leur rôle est absolument central. Donc effectivement, il y a un décalage entre les sociologies attendues et celles qu'on observe de manière forcément un peu impressionniste, parce que c'est très compliqué. On a parlé des sources textuelles, il y a aussi des objets qui sont dans cette enquête, et notamment un objet qui m'a beaucoup intéressé, c'est la monnaie. La monnaie qui est évidemment un signe de souveraineté, l'effigie royale, impériale, les figures, et en même temps cette monnaie, elle peut devenir un objet iconoclasté, un objet abîmé, fragilisé, martelé, il y a toutes sortes d'opérations, et puis aussi des coexistences de monnaie. On va avoir dans les poches des monnaies de différents régimes en même temps, qui montrent que cette souveraineté, elle est fragile, elle est discutée, elle est pas stable en ce début du 19e siècle. Voilà, il y a à la fois une attention très très forte au monopole de la souveraineté légitime, et donc par exemple les enseignes de boutiques ne doivent pas porter de signes de souveraineté alternative, donc pas d'aigle par exemple sous la Restauration, et en même temps il y a effectivement un objet sur lequel des souverainetés concurrentes se donnent à voir, on ne peut pas l'éviter. Ce sont les pièces de monnaie. C'est-à-dire que on ne détruit pas massivement les pièces de monnaie précédentes, on les annule en quelque sorte par des émissions monétaires massives, mais elles restent présentes, si bien que on conserve effectivement de ce point de vue-là des effigies napoléoniennes sous la Restauration, ou même des pièces de monnaie datant de la Révolution française. Et cette coexistence m'a paru intéressante. Par ailleurs, ces pièces sont effectivement facilement manipulables et peuvent donner lieu même à des campagnes d'iconoclasme orchestrées, comme cela a été le cas à la fin de la Restauration, donc sous le règne de Charles X, où de manière très massive, et donc dans une dizaine de départements au moins, l'effigie de Charles X a été recouverte d'une calotte pour le transformer en roi-évêque, tout en faisant circuler toutes sortes de rumeurs, selon lesquelles la monarchie serait désormais aux mains du parti prêtre, et donc du complot de la congrégation, etc. etc. Alors cette image du roi jésuite, cette association des Bourbons aux prêtres, elle est évidemment possible. Il y a une autre manière de s'en prendre à leur image, c'est de dessiner un trait sur leur cou pour rappeler le régicide. Sur une monnaie, sur une statue, sur un bas-relief, on va pouvoir tracer un trait sur Louis XVIII, sur Charles X, pour signifier une forme de régicide imaginaire. C'est quelque chose aussi qui m'a véritablement frappé dans les archives que j'ai consultées, c'est cette présence très très forte évidemment de la mémoire du régicide, à la fois dans les pratiques populaires, puisque nombreuses reprises les iconoclastes entre guillemets utilisent le terme de guillotiner. Je vais te guillotiner, disent-ils en interpellant un buste par exemple du duc d'Angoulême ou de Louis XVIII dans une taverne. Mais aussi du point de vue policier, et là ça donne lieu à de véritables délires paranoïaques, lorsque sur un manche de couteau illustré, qui représentait différents personnages, dont George Washington, il croit voir la figure de Louis XVI, sur lequel on aurait apposé un clou en mémoire, une imitation en quelque sorte de son exécution de 1793. Autre objet qui est marqué symboliquement en début du XIXe siècle, les fleurs. Les fleurs qui, par leur couleur, il y a tout un code chromatique évidemment, qui renvoie à des identités politiques. Voilà, alors ces fleurs sont omniprésentes, elles sont portées par des hommes et par des femmes, elles renvoient à des emblèmes connus
voire très connus comme les fleurs de lys, mais aussi des emblèmes beaucoup moins connus, comme les violettes bonapartistes ou les œillets rouges, portés également par des bonapartistes, et puis plus tard, ça m'a beaucoup intéressé, les branches de thym portées par les démocrates socialistes sous la Deuxième République, en référence à la montagne, puisque les bouquets de thym donc, prospèrent dans la montagne, allusion bien sûr aux démocrates socialistes montagnards. Alors, toutes ces significations, elles opposent évidemment les groupes, les identités politiques, mais paradoxalement, il y a un lieu sur lequel les gens se rencontrent, ou une bonne partie d'entre eux, c'est sur l'idée que finalement tout ça est efficace, tout ça est important. Il y a des gens que ça indiffère, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs pour qui c'est une préoccupation, comme s'il y avait un accord tacite sur l'efficacité de ces signes. C'est pas simplement des signes, c'est des signes qui sont agissants, opérants, qui peuvent influer sur l'esprit public, qui peuvent même précipiter une catastrophe. C'est aussi une époque, vous l'avez dit en évoquant les rumeurs, les travaux notamment de François Ploux que vous citez, qui est traversée par des rumeurs sur le retour de Bonaparte, sur le retour de Charles X, sur le retour de la dîme, etc. Donc ces imaginaires de rumeurs, elles se cristallisent, s'accrochent à ces signes, et du coup, voir un signe négatif du parti opposé, c'est craindre finalement un événement néfaste. Alors je ne crois pas qu'il y ait accord véritablement sur la puissance politique des signes. Il y a en tout cas des groupes massifs qui, effectivement, sont convaincus de cette puissance d'agir qu'ont les signes et qu'ont, du coup, les iconoclastes quand ils s'attaquent aux signes. Mais cette puissance, elle n'est pas historiquement homogène, c'est-à-dire qu'elle est, évidemment, décuplée dans les moments d'incertitude, dans les conjonctures fluides, qui peuvent être aussi bien des révolutions que des restaurations, voire des coups d'État. Et dans ces moments où, justement, la souveraineté paraît disponible, abattre par exemple le drapeau qui dominait le clocher de l'église et qui marquait du coup la souveraineté au village, peut faire basculer la souveraineté bien concrète, politique, dans l'espace communal. On le retrouve en 1814, en 1815, en 1816, en 1830 et en 1848, comme en 1870. Un autre paradoxe de ces attaques contre les signes, de cet iconoclasme, qui reste assez virulent à des niveaux malgré tout d'intensité moindres, mais avec des sens peut-être différents de ceux sous la Révolution française, un des paradoxes, c'est qu'au XIXe siècle, précisément parce qu'il y a tout ce qu'on a appelé le vandalisme révolutionnaire qui a précédé, c'est aussi un moment où s'affirme la notion du beau, du patrimoine à préserver, des monuments historiques, je crois que c'est 1818 que ça apparaît, en tout cas c'est sous la Restauration que cette notion est codifiée, et puis également c'est le siècle où triomphe la notion de propriété, le fait qu'on ne doit pas porter atteinte à la propriété, donc là il y a une tension entre les deux, d'un côté abattre une statue ou un buste qui déplaît politiquement, c'est un acte qui a du sens, et en même temps c'est porter atteinte à une œuvre, porter atteinte à une propriété, et là il y a des tensions parmi les acteurs du XIXe siècle. Oui, il y a un paradoxe à s'intéresser à ces gestes iconoclastes qui effectivement ont une intensité assez grande dans un siècle qui a valorisé, sacralisé le patrimoine. Mais ce paradoxe n'est qu'apparent parce qu'effectivement l'iconoclasme est chirurgical au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il vise pour l'essentiel des signes, des micro-emblèmes, quand les monuments, eux, sont globalement, il y a des exceptions bien sûr, mais préservés. Par ailleurs, effectivement, la propriété est considérée comme sacrée, ce qui limite l'iconoclasme dans l'espace privé, limite, mais ne l'interdit pas tout à fait, car il y a des moments inattendus, puisque c'est, à mon sens, sous la Restauration, que ces frontières du public et du privé sont transgressées lorsque les autorités font des enquêtes pour voire des visites domiciliaires pour chasser les signes de la Révolution et de l'Empire jusque dans les domiciles privés. Vous avez évoqué un iconoclasme chirurgical qui, de façon minime, sélectionnerait, découperait dans l'espace public tel ou tel signe à enlever. Vous utilisez aussi une notion, la notion d'iconoclash. Alors est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce que recouvre ce concept qui est à la limite de l'iconoclasme mais d'autres choses, mais qui vise quand même à faire disparaître un signe sans peut-être le détruire entièrement? Voilà, c'est l'occasion de revenir sur l'usage des mots, car pour décrire ces gestes, aucun n'est véritablement satisfaisant. Le premier qui est traditionnellement utilisé, en particulier sous la Révolution française, est celui de vandalisme, mais qui empêche
de le comprendre dans sa rationalité. Donc je l'ai d'autant plus facilement exclu qu'au XIXe siècle, pour l'essentiel, encore une fois, les monuments sont préservés. Il y a l'iconoclasme qui désigne donc la destruction, ou en tout cas l'altération d'une image, avec une connotation religieuse qui est à la fois embarrassante et intéressante. Embarrassante parce que l'iconoclasme, pour l'essentiel au XIXe siècle, n'est pas religieux, mais intéressante parce que dans tout geste iconoclaste, il y a une dimension de scandale, de transgression, d'atteinte à une forme de sacré. Et puis donc, pour d'autres types de gestes qui ne sont ni destructeurs, ni véritablement conservateurs, mais dans un entre-deux, eh bien, j'ai eu recours à ce concept forgé par Bruno Latour, qui est celui d'iconoclaste. Par exemple, quand on déplace une statue d'une place publique vers un domicile privé ou vers un espace clos, quand on recouvre... La cour d'une caserne, la cour d'un bâtiment administratif. Exactement. Quand on recouvre un buste d'un voile, on le retire de l'espace public visible, donc on porte atteinte d'une certaine manière à ceci, et en même temps on empêche sa destruction. Donc on est dans cet entre-deux qui me semble intéressant, et qui est d'autant plus intéressant que c'est souvent des moments de suspension qui sont arbitrés dans un sens ou dans un autre quelques mois ou quelques années plus tard. Alors, ces quelques années plus tard, ça renvoie aussi au fait que l'iconoclasme, c'est une pratique qui est entre la spontanéité et le calcul. D'un côté, on voit apparaître des gestes qui paraissent spontanés, ou en tout cas qui sont dans l'immédiateté de l'événement, avec parfois d'ailleurs des méprises. On abat une statue qu'on pense être celle de Napoléon, en fait, c'est l'un de ses généraux, ou c'est un autre personnage de l'Empire. Bon, donc il y a des méprises, il y a des erreurs, il y a une forme de jaillissement spontané de cet acte, et en même temps, c'est pas non plus totalement spontané, puisqu'il y a une grammaire de l'iconoclasme, il y a des gens qui réfléchissent à la façon de procéder, il y a des gens qui d'ailleurs écriront par la suite des pétitions, des textes, qui vont se balader dans l'espace public, à la recherche de ces signes pour développer toute une pratique raisonnée du geste. Donc comment vous articulez la tension entre les deux ? Alors, cette tension, elle est aussi inscrite elle-même dans le temps, c'est-à-dire que dans des moments d'incertitude, ces conjonctures fluides que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour l'essentiel la spontanéité qui domine, mais une spontanéité qui n'empêche pas non plus l'orchestration par, entre guillemets, des élites savantes qui savent mener les foules là où se trouvent les signes, qui peuvent les guider pour leur permettre de distinguer, par exemple, une statuette d'Henri IV et une statuette du duc de Bordeaux. Ça s'est observé en 1830. Il y a aussi des négociations qui s'opèrent dans un second temps, je dirais, c'est-à-dire une fois la rupture consommée, et que là, une discussion publique qui peut passer effectivement par des pétitions, qui peut passer par la presse, s'engage sur jusqu'où doit-on détruire les signes du passé. Le moment le plus déterminant sans doute de ces discussions, c'est, vous l'avez dit, 1814-1816, donc pour le rappeler, parce que c'est pas une période qui est forcément familière à tout le monde, 1814, première abdication de Napoléon, première restauration de Louis XVIII, frère de Louis XVI, puis 1815, de mars à juin, les 100 jours, le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, et un nouveau règne, mais relativement bref, et puis après Waterloo, la seconde restauration, et là donc ce sont trois contextes emboîtés dans lesquels la souveraineté vacille en permanence, beaucoup d'acteurs sont un petit peu soit des girouettes, comme on disait à l'époque, soit cherchent à se déterminer par rapport à ces événements, et là les signes, ils sont interrogés de manière particulièrement forte. Et ce que vous montrez, qui m'a semblé très intéressant, c'est que la seconde restauration est plus virulente envers les signes que la première. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers l'évolution dans le temps très court du rapport aux signes. Les Bourbons, une fois restaurés, donc en 1815, une deuxième fois restaurés, prennent conscience de la fragilité de leur régime et de l'importance mobilisatrice des signes qui s'était manifestée pendant les 100 jours. C'est-à-dire la manipulation des trois couleurs de manière assez habile pour donner une connotation révolutionnaire à ces 100 jours par Napoléon. Donc la restauration décide à ce moment-là d'orchestrer un effacement systématique des signes visuels, non seulement de l'Empire, mais sur la plus longue durée, de la Révolution, les rares signes qui ont pu subsister jusque-là, comme des arbres de la liberté,
quelques bustes de martyrs de la liberté, de Marat par exemple, qui auraient pu subsister, ou encore de bonnets phrygiens. Donc ces signes sont pris très, très au sérieux, comme des signes non pas simplement d'un adversaire politique, mais des signes de guerre civile. Et des signes d'espérance. On considère que la simple vision d'un arbre de la liberté encourage les partisans de la Révolution à agir et renverser potentiellement le pouvoir en place. Et ça se traduit dès lors par des moments de grande ampleur, notamment à Orléans, où on va brûler systématiquement en place publique un certain nombre de signes, donc des choses vraiment conçues pour être spectaculaires. Oui, l'iconoclasme devient une fête d'institution, une fête de souveraineté dans laquelle le régime montre sa capacité à éliminer toutes les souverainetés alternatives. Et donc, des autodafés de place publique, de manière relativement massive, sont orchestrés sur le territoire, où on brûle des bustes de Napoléon, des toiles à son effigie, des drapeaux tricolores, surtout en grande masse, des cachets à l'effigie également de l'Empire. Cet iconoclasme bourbon présente en même temps pour ses promoteurs peut-être un risque, celui de mobiliser des foules dans un acte qui rappelle une dynamique révolutionnaire, s'en prendre aux monuments, dans l'espace public, abattre des statues. Donc il y a à la fois une volonté d'abattre ces signes et en même temps une hésitation. Est-ce qu'on risque pas de réveiller des pulsions violentes au détriment de l'ordre public, au détriment des hiérarchies restaurées ? Oui, l'iconoclasme n'appartient pas, je dirais, au répertoire royaliste traditionnel. En réalité, c'est l'emprunt exactement symétrique, inversé, de l'iconoclasme révolutionnaire. Par exemple, en 1792, les sans-culottes parisiens s'étaient précipités pour abattre les statues des rois et accélérer en quelque sorte l'histoire au moment où la République n'était pas encore proclamée. Et en 1814, dans un moment encore une fois d'incertitude, lorsque les Alliés pénètrent dans Paris, les partisans des Bourbons se souviennent de l'efficacité de ces gestes révolutionnaires et suggèrent, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que la légitimité traditionnelle, la légitimité dynastique ne suffit pas et qu'il faut un coup de force visuel pour faire basculer le rapport de force à un moment où les Alliés sont un peu incertains dans la solution politique qu'ils vont donner, Bourbon, pas Bourbon, etc. Donc, l'un de ces royalistes, Sosthène de la Rochefoucauld, entraîne une foule pour abattre la statue de l'empereur au sommet de la colonne Vendôme. Mais colonne Vendôme qu'on retrouvera en 1871 parce qu'elle traverse ément la période, un des signes les plus marquants dans l'espace public parisien. Oui, c'est un peu la boîte sensible des régimes successifs au fil du 19e siècle. Et à ce moment-là, d'une part, l'opération échoue sur un plan matériel, on n'arrive pas à abattre la statue, et donc il faut faire intervenir les Alliés, ce qui évidemment n'est pas très positif du point de vue de l'opinion publique, mais en plus, les mots qui sont proférés par la foule sont des mots proprement révolutionnaires, c'est-à-dire l'un des iconoclastes dit il faut lui couper la tête et la mettre au bout d'une pique. Et à ce moment-là, Sosthène de la Rochefoucauld, effectivement, comprend qu'il est allé trop loin et qu'il a inversé le sens du geste qu'il souhaitait donner. Alors on voit qu'il y a une attention fine aux pratiques, aux interactions, ce qui rend cette histoire pas du tout une histoire abstraite des signes politiques, de la symbolique, mais une histoire des pratiques politiques. Et ces pratiques, elles s'enracinent aussi dans des cultures, y compris des cultures de l'identité virile, de l'identité masculine, du défi dans l'espace public. On le voit notamment en 1814, 1815, 1816, quand d'anciens soldats ou officiers napoléoniens croisent des ultras, se toisent du regard, se provoquent, s'affrontent. Il y a aussi cette dimension-là qui joue, la dimension de confrontation individuelle, d'interaction violente dans une société qui l'est encore largement. Oui, l'une des opérations politiques qui constituent les signes politiques au XIXe siècle, je l'ai dit, c'est l'affichage des opinions individuelles et la transformation de son propre corps en signe politique. Donc, cette opération-là, elle suscite des conflits, c'est-à-dire que on se défie dans l'espace public, en particulier dans les
promenades urbaines, mais aussi dans les tavernes, dans les cabarets, en exhibant un signe interdit ou en allant provoquer l'adversaire. Et ces provocations sont le plus souvent le fait d'hommes et relèvent d'une citoyenneté, je dirais, combattante, agonistique, qui caractérise surtout le premier 19e siècle et puis qui décline ensuite. Et donc, ces affrontements symboliques donnent lieu à des rixes assez impressionnantes de plusieurs centaines de personnes dont on trouve des traces multiples dans les archives et qui caractérisent vraiment bien les débuts de la Restauration. Je crois que c'est vraiment l'apogée de ce type de rapport à l'espace, mais qu'on retrouvera sur un mode mineur tout au long de la période, en particulier dans les bourgs du Midi. La Restauration est l'un des moments clés de l'enquête, qui se déploie ensuite vers la suite du XIXe siècle, et je ne sais pas si on aura le temps de tout passer en revue, mais il y a au moins certains points sur lesquels j'aimerais vous poser des questions, parce que ils sortent là aussi du récit le plus conventionnel de ces changements de régime, de ces ruptures politiques du XIXe siècle. Vous évoquez évidemment 1830, qui est un moment évidemment bien connu, mais quelque chose qui l'est moins, c'est ce que vous appelez la recharge iconoclaste de février 1831, lorsque, sous la monarchie de Juillet, finalement, on va relancer une opération iconoclaste dans un contexte très particulier où on craint le retour des Bourbons, et du coup ce qu'on n'a pas tout à fait accompli en 1830 ou pas totalement, c'est-à-dire les effacer de l'espace public, on va tenter de le faire plus systématiquement quelques mois plus tard. C'est ça. Par analogie avec l'idée de recharge sacrale, il y a aussi une recharge iconoclaste au sens où des signes qu'on ne regardait plus trop une fois le moment proprement révolutionnaire passé, des signes se rechargent comme des menaces. Et donc, en l'occurrence, en février 1831, à l'occasion donc d'une cérémonie funèbre en l'honneur du duc de Berry, la rumeur d'un complot bourbonien qui viendrait renverser le nouveau régime se diffuse et suscite une opération iconoclaste qui consiste à effacer de manière systématique les fleurs de lys persistantes dans l'espace public, y compris à l'intérieur des églises, y compris à l'intérieur des cimetières, parfois même sur le cercueil de certains défunts, et la destruction également d'effigies de Louis XVIII qui, en 1830, avait été relativement épargnées. Donc une recharge iconoclaste qui est aussi dans un contexte évidemment qu'il faut restituer, qui est celui d'une grande déception, d'une grande frustration sociale, politique, sur un plan aussi international, à un moment où la révolution devient européenne. Eh bien, ce combat sur les signes devient un moyen de peser aussi, ne serait-ce que de manière, disons, symbolique, sur le cours des choses. Il y a un autre moment très important qui fait l'objet d'une relecture, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le sac des Tuileries en février 1848, notamment parce qu'on en a de grands récits, en particulier celui de Flaubert dans l'éducation sentimentale, qui en a un petit peu fixé la lecture pour nous aujourd'hui, avec une foule, une masse populaire qui dégrade massivement le palais royal et s'en prend au trône qui va être brûlé. Là, vous montrez qu'il y a un certain nombre de sources qui, du côté des insurgés, permettent de donner accès à un autre sens à ces gestes et les relire d'une façon assez différente. Oui, alors à propos de cette scène qui est une scène, j'allais dire, iconique de la révolution de 1848, c'est-à-dire l'invasion des Tuileries par le peuple insurgé, en plusieurs vagues d'ailleurs, accompagnées de destructions qui sont indiscutables et de scènes de pillage. Je crois qu'il faut relire ces scènes d'abord sur la longue durée, en les comparant à d'autres manifestations de saccage qu'avait étudié en particulier Carlo Ginzburg et qu'il désignait comme des saccages rituels à l'occasion de la mort des papes, et qui était l'occasion pour le peuple romain, en quelque sorte, de faire valoir son droit de dépouille sur le pape défunt, et donc de récupérer des biens. Par contraste, la propriété est globalement respectée en 1848, même si, encore une fois, il y a des scènes de pillage, mais très vite, des sortes de milices se mettent en place pour empêcher ces pillages. Vous avez retrouvé une affiche rédigée à la main par l'un de ces insurgés eux-mêmes qui dit « peine de mort pour ceux qui commettraient un vol ». Voilà, mort aux voleurs. Il y a cette obsession, effectivement, du respect de la propriété, même en 1848, même auprès d'insurgés socialistes, voire
entre guillemets, communiste. Qu'on trouvera par parenthèse en 1871, je pense à cette phrase que vous citez d'un ouvrier au moment où le domicile de tiers sous la commune est la cible d'un saccage ou d'un pillage, et il y a un officier qui dit attention aux statuettes précieuses, nous ne sommes pas des barbares. Il y a cette volonté de respectabilité du mouvement social, du mouvement révolutionnaire, de ne pas endosser en quelque sorte le rôle que les adversaires voudraient lui faire jouer. Absolument. Le vandalisme révolutionnaire, on le disait tout à l'heure, est désormais répudié. Il s'agit de montrer qu'on sait polisser en quelque sorte ces gestes pour ne pas répéter ceux de 1793 par exemple. Ça se traduit d'une autre manière dans le respect global des tombeaux, en tout cas des cadavres à l'intérieur des tombeaux, lors des révolutions du 19e siècle. Dans cette toujours micro-scène, mais qui est en même temps, encore une fois, une véritable scène iconique des Tuileries de 1848, il faut aussi montrer comment les insurgés savent sélectionner les signes politiques à abattre et ceux à conserver. On ne connaît pas le détail des discussions qui ont eu lieu, mais très vraisemblablement, des discussions ont opposé les insurgés entre eux et ont permis donc de distinguer, par exemple, les bons et les mauvais maréchaux, dont les effigies ont été ou non conservées, en particulier le maréchal Bugeaud et le maréchal Soult, auteurs de répression respectivement en 1834 et en 1831, ont été abattus, ont été profanés. De la même manière, à l'intérieur de la famille royale, on préserve certains portraits, en particulier le duc d'Orléans, fils défunt de Louis-Philippe, qui était réputé pour être le plus démocrate des princes d'Orléans. Eh bien, ces portraits sont eux aussi préservés, tandis que ceux de Louis-Philippe sont systématiquement détruits. Et même lorsqu'il y a des destructions matérielles, elles ne sont pas forcément dépourvues de sens, comme le supposait Maxime Ducamp, Flaubert, qui décrivait ça avec horreur, mais ça peut être pour faire un trophée, ça peut être pour découper du velours rouge d'une tenture, d'une tapisserie, d'un canapé, pour en faire un drapeau rouge, pour retourner l'objet conservateur en emblème révolutionnaire. Donc en fait, là aussi, il y a une grammaire des signes qui a échappé à certains observateurs, mais qu'on peut retrouver en lisant des textes plutôt de l'intérieur de l'événement lui-même. C'est ça, j'ai eu recours là en particulier aux demandes de récompense civique de la part des insurgés qui, pour certains d'ailleurs, se vantent d'avoir détruit certains signes. Je pense en particulier au trône de Louis-Philippe qui a été promené à travers les barricades et puis brûlé ensuite place de la Bastille au pied de la colonne de Juillet. D'autres, au contraire, se vantent d'avoir préservé justement le patrimoine commun et d'avoir été à l'origine de ces milices civiques que j'évoquais tout à l'heure. Un autre contexte que vous relisez, et où là encore qu'on n'associe pas forcément à l'iconoclasme, c'est celui de la République conservatrice de 1849-1851, d'un parti de l'ordre au pouvoir, qui d'un côté a horreur des vandales et proclame son horreur du désordre, et ce livre pourtant veut montrer un iconoclasme massif, notamment les arbres de la liberté très œcuméniques qui avaient été plantés au début de la Révolution de 1848, et bien là vont être systématiquement visés. Oui, c'est l'une des surprises de cette recherche, c'est que les moments les plus iconoclastes correspondent à des moments contre-révolutionnaires. Sous la Seconde Restauration, on le disait tout à l'heure, et puis pendant la Deuxième République elle-même, effectivement, des signes relativement unanimistes en 1848, comme ceux des arbres de la liberté qui ont été plantés par dizaines de milliers. Des prêtres qui les ont bénis, bien sûr, et qui étaient vus comme des équivalents de la croix, ont été très rapidement investis de significations différentes, c'est-à-dire perçus comme des signes de sédition, comme des signes de république démocratique et sociale qu'on cherchait désormais à expurgé, et à partir de 1849, et plus encore 1850, une chasse à ces arbres de la liberté est orchestrée, de même qu'une véritable chasse aux signes rouges, jusque dans les vêtements, jusque dans les boutons de chemise. Cette chasse au rouge est
est très très massivement là aussi orchestré. Le dernier grand moment iconoclaste, c'est l'année terrible, c'est 1870-71, avec là encore, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, la commune évidemment qui tient une place, mais une séquence qui passe plus inaperçue parce que peut-être qu'on a en tête justement la destruction de la colonne Vendôme et puis les destructions de la semaine sanglante, le moment de la chute de l'Empire. Septembre 1870, la chute de l'Empire, l'empereur capturé au moment de la guerre franco-prussienne, et à ce moment-là, il y a toute une série d'événements iconoclastes qui ont été un petit peu recouverts par la suite, notamment par l'historiographie républicaine qui n'a pas insisté sur ce qui pouvait paraître peut-être désordonné, et là il y a toute une série de dossiers très éclairants qui montrent l'intensité de ce moment. Je pense en particulier à un dossier d'histoire orale que vous citez en Ariège, où un historien avait recueilli des témoignages à la fin du 19e siècle, ou au début du 20e siècle je crois, et où là on peut retrouver l'intensité de ce moment de septembre 1870. Absolument. Il faut dire aussi que l'iconoclasme est toujours l'envers d'une politique de l'image et que le Second Empire a été le moment où, je dirais, l'industrie du portrait de souverain a été menée véritablement à son terme. C'est-à-dire que des bustes en plâtre, en marbre, mais le plus souvent en plâtre de l'empereur, ont été diffusés très très massivement dans les bâtiments publics, palais de justice, corps de garde, mairie bien entendu. Et le monogramme aussi napoléonien. Oui, le monogramme N, les aigles que l'on retrouve sur la plupart des bâtiments publics, et du coup cette dissémination évidemment des signes de souveraineté se retourne au moment de la révolution de 1870. Et effectivement, dans le département de l'Ariège, il semble que les bustes en plâtre de l'empereur aient été systématiquement pourchassés et détruits, ce qui, alors que les traces ailleurs sont relativement fragmentaires, mais cette enquête orale permet de donner une autre dimension à cette chasse aux aigles et aux signes impériaux de 1870 que les républicains ont effectivement préféré oublier. On voit au passage qu'il s'agit de l'Ariège, de la Bretagne, il y a toute une série d'éléments locaux qui viennent compliquer la lecture depuis Paris, qui serait le lieu, le cœur de toutes les révolutions. C'est vrai évidemment dans certains points de vue, mais on voit aussi comment la diffusion des nouvelles produit de l'iconoclasme différé, produit de l'iconoclasme dans des moments de trouble, d'incertitude, puisque la malposte n'est pas encore arrivée, la rumeur n'est pas encore confirmée, on ne sait pas si le souverain est encore sur le trône, etc. Ça vient un petit peu compliquer les contextes locaux de l'iconoclasme hors de Paris. Alors, c'est plus vrai encore pour la période 1815-1830, où le délai de transmission des nouvelles était de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines dans certains cas. Et dans cet entre-deux, effectivement, où les rumeurs étaient nombreuses, l'iconoclasme est transformé en arme politique particulièrement efficace, avec parfois des effets d'accélération, non pas simplement d'imitation de ce qui se joue à Paris. Et de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup intéressé, effectivement, ce rapport Paris-Province. C'est-à-dire que dans certains cas, dans ces moments d'incertitude, en détruisant les signes de souveraineté, on accélère et on anticipe la révolution locale. Dans d'autres, au contraire, on ralentit, on attend de voir ce qui se passe, et puis on le fait bon gré mal gré dans un après-coup. Mais cette chronologie et ces rapports sociopolitiques à l'échelle du village ou de la communauté, en tout cas, civique, me semblait particulièrement intéressant. J'aurais une question sur le lien qu'entretiennent ces actes iconoclastes avec la violence physique interpersonnelle. Vous rappelez que ce contexte de 1870, c'est aussi celui du massacre d'Hautefeuille que Alain Corbin avait étudié dans le village des cannibales, et que d'une certaine façon, on peut voir ce massacre d'un jeune noble accusé d'être pro-prussien, etc. On peut l'associer à de même type d'émotions, de même type d'inquiétudes qui parcourent les populations iconoclastes. Alors est-ce que l'iconoclaste c'est un substitut à la violence physique ? Est-ce que finalement s'attaquer aux signes, ça empêche de s'attaquer aux personnes, ou est-ce que ça l'accompagne, est-ce que ça l'amplifie ? Comment vous positionnez la question de l'iconoclasme par rapport à la violence politique ? Alors, une manière simple de voir les choses pourrait consister à imaginer que s'attaquer aux signes évite de s'attaquer aux personnes, et que la violence serait donc de type cathartique. L'observation, je dirais, au ras du sol des gestes montre qu'il en va tout à fait différemment, et la conception même de la citoyenneté que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une citoyenneté agonistique où les corps des individus deviennent signes, montre
que la limite entre le physique et le symbolique, cette limite, elle est particulièrement ténue. Et selon les rapports de force, selon les mécanismes de vengeance locale aussi, parce qu'on s'aperçoit que ces violences s'inscrivent dans des cycles vindicatoires, souvent hérités de plusieurs décennies depuis la Révolution française en réalité, eh bien selon les logiques sociales, les rapports de force et les cycles vindicatoires, la violence est cantonnée ou non aussi, ou bien ne fait qu'accompagner le massacre. C'est très clair en particulier à Marseille en 1815 au moment de la Terreur blanche. En même temps, l'efficacité de ces signes, elle semble décroître. Il semble y avoir un désenchantement à la fin de la période, une perte de la croyance, si tant est qu'elle a été partagée, on l'a dit, c'est plus complexe au début en tout cas du 19e siècle, une forme en tout cas de baisse, de performativité de l'iconoclasme, de moins en moins de gens y ont recours ou considèrent que ça peut être efficace. Alors comment vous l'expliquez? Vous dites que c'est peut-être en lien aussi avec la mécanisation, la reproduction des images qui fait qu'elles n'ont plus peut-être la charge sacrale qu'elles pouvaient avoir initialement. En tout cas, comment vous lisez ce basculement qui semble s'opérer vers la fin de la période? Effectivement, c'est une manière de faire parler les signes, de les prendre au sérieux, de les charger d'affect, par exemple d'embrasser le buste du souverain, ou bien de regarder des signes dans le ciel, comme on le faisait au début de la Restauration, pour découvrir les trois couleurs à travers la lune. Cette manière-là, donc cette magie sociale que l'on attribuait aux signes, commence à décroître. C'est le désenchantement aussi politique de 1848 avec tous ces affects qui avaient été déchargés sur le Christ romantique, sur les arbres de la liberté, etc., qui expliquent cette mise à distance probablement des signes politiques. L'autre, des signes visuels. L'autre raison, à mon sens, c'est le progrès tout simplement de l'écrit, c'est-à-dire que la protestation par l'écrit, qu'il s'agisse de pétitions, mais qu'il s'agisse plus simplement de graffiti, par exemple, dans l'espace public, se substitue en quelque sorte à ces violences sur les images que l'on observait plus massivement dans la première moitié du siècle. C'est une histoire française, mais on sait que l'histoire française elle a des résonances internationales au XIXe siècle. On le sait en particulier pour la barricade, qui a une véritable histoire transnationale. Vous dites que c'est moins vrai pour l'iconoclasme, que c'est peut-être moins transposable dans d'autres contextes, ou en tout cas que s'il y a comparaison et tout comparative, elle resterait largement à mener. Oui, la comparaison serait certainement très instructive, mais à la différence effectivement de la barricade qui est un mode d'action qui s'est véritablement diffusé à travers l'espace européen en 1830 et puis plus encore en 1848, l'iconoclasme qui est une pratique diffuse en 1848, qu'on retrouve en Italie, dans les États italiens, dans les États allemands, ne répond pas à la même logique. C'est-à-dire qu'on n'imite pas les frères de Paris en accomplissant ces gestes iconoclastes, parce qu'il y a une histoire plus longue aussi, tout simplement, de l'iconoclasme propre à chacun des espaces nationaux. L'iconoclasme n'est pas quelque chose qui est uniquement un objet refermé, refroidi, ça a des résonances contemporaines. Alors en vous lisant, j'ai appris que dans les années 60, les situationnistes avaient regretté que Notre-Dame n'ait pas brûlé, donc si certains s'en souviennent, peut-être qu'ils se sont réjouis récemment parce que voilà, leur rêve se serait réalisé, certains en tout cas en parlaient, et puis plus récemment, il y a eu des actes iconoclastes, on a eu à l'Arc de Triomphe, en décembre dernier, si je me souviens bien, au moment de grande intensité des manifestations des Gilets jaunes, il y a plus largement des débats récurrents sur certaines statues, aux États-Unis, les statues de généraux sudistes, en France, des statues de colonisateurs comme Faidherbe, ou encore des propositions de débaptiser des lycées Colbert, etc. Donc, quel regard vous portez sur les résonances contemporaines de la réflexion iconoclaste ou des actes iconoclastes? Alors, je crois qu'effectivement, toute une série d'événements récents qui vont de la campagne Rhodes Must Fall en Afrique du Sud, aux monuments confédérés aux États-Unis, jusqu'effectivement aux manifestations symboliques que vous évoquiez à l'Arc de Triomphe ou ailleurs au moment du mouvement des Gilets jaunes. Tout ceci nous montre que l'iconoclasme qu'on pensait comme situé dans un ailleurs ou dans un autre foi
concerne aussi nos sociétés démocratiques, parce que tout simplement la question de l'espace public commun dans lequel chacun puisse se reconnaître sans être blessé, pour reprendre la métaphore du début, cette question redevient une question vive. Et du coup, ceci nous permet de lire avec un intérêt renouvelé, des gestes qui jusque-là avaient été un peu méprisés ou effacés de l'histoire pour le XIXe siècle, mais aussi pour d'autres périodes. Il y aurait sans doute une histoire de l'iconoclasme sous Vichy à écrire de ce point de vue-là. Elle est en partie écrite, on en a quelques éléments, quelques linéaments, mais ça pourrait être intéressant de reprendre systématiquement ce dossier, et pour Vichy, et pour la Libération. Ça a été fait pour les statuts de place publique, effectivement, peut-être pour des micro-signes ou pour des bustes de Marianne, par exemple. Cette enquête resterait probablement effectivement à faire. Est-ce que pour finir, il y a un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent ? Alors, vous m'avez anticipé parce que je voulais évoquer le Village des cannibales, qui pour moi était une lecture fondamentale. D'abord parce qu'elle déplace effectivement l'intérêt de l'historien autour d'un événement paroxystique et d'apparence indéchiffrable pour tirer tous les fils possibles d'une anthropologie historique qui nous conduit aussi bien des luttes anciennes de la paysannerie locale contre la noblesse et contre le clergé, jusqu'aux affirmations de patriotisme bonapartiste exacerbées pendant la guerre de 70, et redonne une sorte de rationalité à des gestes qui en semblaient dépourvus. Et moi, je vais me permettre d'ajouter un dernier conseil, c'est un livre d'Emmanuel Furex, Le siècle des possibles, qui est une excellente introduction au 19e, notamment pour tous les collègues qui auront enseigné l'histoire politique du 19e. C'est vraiment un livre bref, très vif et très bien écrit, qui permet de rentrer dans toutes les problématiques les plus récentes de façon vraiment pertinente. Merci encore. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la même période mais de son versant international, des révolutions, des restaurations, de l'Europe, des nations entre 1814 et 1871, correspondant au nouveau programme de première, avec Pierre-Marie Delpu. D'ici là, vous retrouvez tous les épisodes sur le site paroledhistoire.fr et la discussion continue en ligne sur Twitter, @paroledhist. À bientôt.